octobre, les acteurs de la justice burkinabé effectuent leur entrée. Ils ont respecté la tradition à travers une audience solennelle présidée par la première responsable du Conseil supérieur de la magistrature et en présence du président du Faso. Et c'est également aujourd'hui que les élèves ont repris le chemin de l'école. La rentrée scolaire intervient dans un contexte de suspension de la journée continue dans le milieu scolaire et dans un contexte de fermeture de certains établissements qui ne respectent pas les normes. Ce premier lundi du mois d'octobre, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat. Elle rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Pour le cas du Burkina Faso, de nombreux citoyens sont toujours confrontés aux difficultés d'accès au logement. Nous en parlerons avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, invité de ce 20h. Aux États-Unis, une fusillade a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la principale avenue de Las Vegas. Un tireur a ouvert le feu sur une foule qui s'était massée pour suivre un concert. On dénombre au moins 58 morts et une centaine de blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le monde judiciaire burkinabé a effectué sa rentrée ce 2 octobre. Et comme à l'accoutumée, les acteurs de la justice ont marqué leur présence à l'audience solennelle présidée par la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie a connu également la présence du chef de l'État en tant que garant de l'indépendance de la justice burkinabé, Ali Doubadini et Nyarkiteda. La salle des banquets de Ouaga 2000, tribunal de toutes les juridictions d'un lundi matin. Elles ont rendez-vous ici sur place pour une introspection, mais également des projections et des prises d'engagement fermes pour dire le droit en phase avec les aspirations légitimes du peuple dans un espace régional en pleine intégration. Pour y arriver, elle place l'année judiciaire 2017-2018 sous le signe de rapport entre les juridictions communautaires africaines et les juridictions nationales. Donc ce thème-là, c'est pour permettre à tout un chacun de savoir que les normes internationales s'imposent aux juridictions et lorsque ces normes sont invoquées, les juges au plan national doivent les appliquer avant que ça n'aille en cassation devant les juridictions communautaires. Et des cas d'exemple de non-respect des décisions des juridictions communautaires ne manquent pas. Le Niger, le Mali, le Sénégal sont entre autres des exemples cités par le rapporteur de l'audience. À cela s'ajoute le Burkina Faso qui n'a pas appliqué en 2015 la décision de la Cour de la CEDEAO à faire remarquer le bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est pourquoi le président du Faso a salué le choix du thème de la présente rentrée judiciaire. L'objet de créer ces instances communautaires, c'est de favoriser l'intégration. Si nous-mêmes nous ne crédibilisons pas ces instances, il est évident qu'ils n'ont pas de sens. Et l'intérêt d'une décision de justice, c'est qu'elle soit appliquée. Donc c'est une interpellation qui a été faite au chef d'État, nous en prenons compte. Pour nous, c'est une occasion également de souhaiter une bonne rentrée aux juges et aux magistrats. Et également de dire que c'est une occasion, comme on a dit, d'introspection pour voir ce qui a été déjà fait. Et nous les exhortons véritablement à ce que cette introspection leur permette de travailler en phase avec leur peuple. Parce que la justice qui est rendue au nom du peuple burkinabé. La présidente du Conseil supérieur de la magistrature a invité l'ensemble des magistrats à redoubler d'ardeur au travail afin de diligenter les dossiers pendants en justice. Pour Thérèse Traoré-Sanou, les personnes mises en cause dans le dossier du putsch sont poursuivies pour des crimes et non pour des affaires politiques. Et au nom de l'indépendance de la justice, le président du Faso invite l'ensemble des Burkinabés à faire confiance à cette entité afin qu'elle travaille sereinement. Et après avoir pris part à la rentrée judiciaire, le président du Faso a reçu à Kosiam une délégation du comité international pour le mémorial Thomas Sankara. La délégation conduite par l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings est allée faire au chef de l'État le point du processus de réalisation du mémorial Thomas Sankara. Et on apprend de cette audience que le président du Faso s'est engagé à faire de ce projet une réalité. Le point avec Gérard Sommet et Sanoua Christine Koulibaly. Thomas Sankara est certes burkinabé, mais appartient désormais à l'Afrique et à l'histoire. Ces propos sont de Mamadou Koulibaly, membre du comité international pour le mémorial Thomas Sankara. Un comité venu faire le point du processus au président Roch Kaboré. C'est un projet
qui doit pouvoir pérenniser au-delà de la génération de Sankara, des générations plus jeunes et pour les nombreuses années à venir, l'histoire de ce qui s'est passé ici et qui concernait la rédemption africaine, qui concernait la renaissance africaine, qui concernait la libération du continent africain, combat que nous essayons de continuer tous. C'est votre fils, mais c'est nos espoirs, c'est nos ambitions, c'est nos luttes, c'est nos combats communs. Et on espère pouvoir apporter un peu de notre savoir-faire pour permettre à ce projet de décoller et puis avoir tous notre contribution à l'érection de ce mémorial. Et la contribution de tous est attendue à travers la souscription populaire et ce au regard de la personnalité des idéaux du père de la révolution burkinabé. Le président Thomas Sankara était un homme du peuple, comme on le disait. Donc, nous préférons que ce soit la population, le peuple qui cotise les premiers sous pour l'édification de ce mémorial. Ce mémorial-là, qui sera demain sa demeure et où tous les jours nous pourrons rester en contact avec le président Sankara et sa mémoire. Quant au président Roch Christian Kaboré, il a rassuré ses hôtes que l'État burkinabé jouera pleinement sa partition dans la concrétisation du projet. Et le lancement des souscriptions pour la réalisation du mémorial à Thomas Sankara a eu lieu ce soir en présence du président du Faso, une cérémonie que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur nos antennes. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 2 octobre, c'est officiellement la rentrée scolaire et secondaire au Burkina Faso. Cette rentrée s'effectue dans un contexte de suspension de la journée continue en milieu scolaire, particulièrement dans la région des Hauts-Bassins. La rentrée des classes intervient à un moment où des établissements scolaires ne respectant pas les cahiers de charges ont été fermés. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les élèves. Martin Zerbo et Kaduro Menki. Déjà à 7 h du matin, les élèves prennent d'assaut les établissements scolaires. À l'école primaire Kolsama de Bobo Djoulasso ou au lycée national, l'affluence est au rendez-vous. Ce lundi 2 octobre, enseignants et élèves entament avec joie leur rentrée scolaire. Aujourd'hui c'est la rentrée, je suis content. Je dois faire CM2. J'ai rencontré mon camarade, je suis content, les vacances sont passées. Au CM2, on va bien travailler, bosser bien, aller au 6e. Nous avons tenu à visiter certaines écoles et certains établissements d'enseignement secondaire pour nous rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans notre région. La rentrée scolaire 2017-2018 se déroule dans un contexte national marqué par des fermetures d'établissements scolaires non à jour et aussi par la suspension de la journée continue. Je pense que c'est une expérimentation qui a été faite et les résultats démontrent qu'il y a des insuffisances. Le mieux pour nous, au niveau des établissements, au niveau des écoles, c'est la journée discontinue. Pour ouvrir et pour être fonctionnel et nous conduire à de bons résultats, il faut que l'établissement soit à jour. Nous collaborons avec l'UNEPL. Donc avec cette structure, nous nous sommes entendus pour qu'au cas où nous allons fermer un établissement qui ne peut réellement pas accueillir nos élèves, qu'on puisse donc les redéployer, les faire accueillir par les autres établissements privés à côté. Selon les premiers responsables, l'effectif des élèves du primaire dans la région des Hauts-Bassins s'élève à plus de 350 000 pour 7 850 enseignants. Oui. Retour à Ouagadougou pour dire que le rapport d'activité 2016 de l'autorité de régulation de la commande publique est officiellement entre les mains du Premier ministre. Ce rapport lui a été remis ce matin par le président de cette institution. Et cette remise est un préalable à la publication du rapport 2016 de l'autorité de régulation de la commande publique. Daouda Ouattara, Bouma Ernest Nebi. Le président de l'autorité de régulation de la commande publique chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Il est venu lui remettre main à main le rapport d'activité 2016 de l'organe qu'il dirige. Pour rendre ce rapport public, il fallait que nous le remettions officiellement à l'autorité qui est le Premier ministre. Le rapport est articulé autour de 10 chapitres, plus des annexes, 4 annexes. Voilà. Et qui fait l'économie des activités menées par le Conseil de régulation,
qui est une composante de l'autorité de régulation de la commande publique, les activités menées par le secrétariat permanent et les activités menées par l'ORAD, l'organe de règlement amiable des différends, qui a changé de dénomination au cours de cette année 2017 et qui est devenu l'organe de règlement des différends. L'autorité de régulation de la commande publique entend publier le contenu de ce rapport dès demain matin au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. On repart à Bobo-Dioulasso où les travaux de réhabilitation de la bourse du travail ont été lancés le samedi dernier. Près d'1,5 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour cette réhabilitation financée par le budget de l'État. L'ambition du gouvernement, c'est d'offrir un cadre d'échange adéquat aux travailleurs et aux syndicats. Le lancement des travaux a été fait par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Martin Zerbo, Mireille Carole Tougouma. Dans 10 mois, le nouveau bâtiment de la bourse de travail de Bobo-Dioulasso devrait ressembler à cette image. Une reconstruction sur l'ancien site qui revêt toute une symbolique, d'autant plus que la ville de Sia a abrité la première fête du travail. La réhabilitation de la bourse de travail de Bobo-Dioulasso fait suite à celle de Ouagadougou. Les organisations syndicales, de par leurs actions, contribuent à la construction de notre pays. Vu de cette manière, il est tout à fait normal qu'elles puissent aussi, à l'instar des autres institutions de la République, bénéficier de cadres de travail qui leur permettent d'organiser leur contribution à la construction nationale. Tout en appréciant l'étape de Bobo-Dioulasso, l'Union d'action syndicale invite le gouvernement à se pencher sur les autres régions et à accélérer les chantiers en cours. L'engagement qui a été pris de doter chaque chef-lieu de région, donc les 13 chefs-lieux de région de bourse de travail, à l'issue de la rencontre gouvernement-syndicat au compte de l'année 2009. Nous suivons de très près et à cette étape, on peut dire qu'on est un peu insatisfait de la lenteur parce que de 2009 à 2017, nous sommes déjà à 8 années. Le coût total de l'ouvrage de Bobo-Dioulasso est estimé à plus d'1,4 milliard de francs CFA et financé par le budget de l'État. À terme, le joyau comprendra 2 blocs, dont un en R+3. Nous sommes le premier lundi du mois d'octobre et c'est ce jour que les Nations Unies ont retenu pour célébrer chaque année la journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et cette année la journée est placée sous la thématique du logement abordable. Le constat au Burkina Faso est que se loger est une équation encore difficile à résoudre pour de nombreux citoyens. Des éléments d'explication dans ce dossier signé Oscar Soulama et Omar Zombri. Se loger décemment à Ouagadougou, un casse-tête pour les revenus faibles et modérés. Dans cette ville capitale, aux 2,2 millions d'habitants, ce n'est pas facile de trouver un endroit pour soi. À défaut de cela, beaucoup sont ceux-là qui louent des maisons en attendant qu'un jour, ils puissent être chez eux. Mais là aussi, ce n'est pas toujours évident. Les logements ne sont pas abordables. Puisque du jour au lendemain, le bailleur peut venir qu'il a augmenté de 10 000, de 15 000. Bon. Puisque ce n'est pas un coin où l'État a une même où c'est contrôlé. Pourtant, il y a bien une loi votée sous la transition qui encadre le bail locatif. Une loi qui peine à être appliquée, sans doute à cause de la réalité du terrain. Si vous allez prendre un sac de ciment à 6 250, les parcelles dans les quartiers périphériques, il faut au moins 8 millions en allant. Ce n'est pas facile avec les petits Burkinabés moyens coûts. Voilà. Sinon, à l'époque, là, ce n'était pas comme ça. Avec 3 millions, tu as une parcelle. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles à 12 millions, 15 millions, que j'en connais. Mais c'est de la spéculation. C'est ça. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Au lieu de penser à leurs frères, et ils pensent à l'argent. Alors, où on va? Dera Mohamed, quant à lui, a trouvé où partir. Il vit à Yagma, dans les non-lotis. Un non-loti à l'image de celui-ci, où certaines maisons sont au bord du précipice. À la voir, on s'imagine la gymnastique des habitants pour y avoir accès. Et pour éviter tous ces désagréments, l'État burkinabé a lancé le programme 40 000 logements. Pour atteindre son objectif, il est épaulé par les promoteurs immobiliers. Avec le mécanisme que le gouvernement burkinabé a mis en place, en demandant aux promoteurs de les accompagner dans leur programme de 40 000 logements, vous voyez que c'est pas mal. Il y a des logements qui est à partir de 7 500 000
Jusqu'à 9 850 000, tu peux avoir vraiment un logement. Moi, je trouve que déjà ça, c'est un ouf. Et soulagement pour le peuple burkinabé. Actuellement, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme s'est lancé dans une course contre la montre pour loger dignement les Burkinabés avec le programme 40 000 logements. Un nombre qui sera vite dépassé avec la population galopante du Burkina. Voilà, pour aller plus loin sur ce sujet et sur la journée de l'habitat, nous recevons le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Maurice Dieudonné Bonannée. Bonsoir, Monsieur le ministre. Oui, bonsoir, madame. Alors, au regard du reportage précédent, on sait que cette année, la journée est placée sous le signe, la thématique donc, du logement abordable. Au regard de ce qui précède, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le logement n'est pas encore abordable pour les Burkinabés? Bien, je voudrais... avec les images que nous venons de voir, vous confirmez que les difficultés d'accès au logement sont une réalité. Et voilà pourquoi le président du FASO, dans son programme quinquennal, a fait de l'accès au logement une préoccupation majeure. Et nous sommes sur le programme et nous pensons qu'avec la mise en œuvre de ce programme, nous allons réduire les angoisses, si je peux employer le terme, les angoisses des populations au niveau de nos centres urbains. Alors, on l'a peu évoqué, il y a une loi qui a été votée sous la transition justement pour encadrer le bail locatif au niveau du Burkina Faso. Qu'en est-il de l'application de cette loi qui est très attendue par les citoyens? Bien, comme vous l'avez dit, sous la transition, je crois que c'est en décembre 2015, il y a eu la loi sur le bail locatif des maisons à usage d'habitation. Et il nous revenait donc de prendre des textes d'application, notamment des textes réglementaires, décrets et arrêtés. Et c'est à cela que nous nous sommes attelés, mais nous avons voulu un processus participatif. Donc toutes les couches, toutes les catégories ont été impliquées dans la rédaction de ces textes d'application de manière à prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Et un atelier national nous a permis d'adopter le projet de loi, les projets de texte, projets de décret, projets d'arrêté qui ont été introduits pour adoption en Conseil des ministres. Mais je voudrais ajouter que quels que soient les plus beaux textes que nous allons adopter, si la réalité du terrain ne change pas fondamentalement, c'est-à-dire que si l'offre de logement ne connaît pas de croissance, nous aurons des difficultés pour l'application de ces textes. Alors, on a aussi l'impression qu'il y a une obsession d'un chez-soi chez les Burkinabés, cette mentalité, et chacun qui veut donc avoir sa propre maison. Est-ce que le problème ne réside pas aussi à ce niveau? Bien, c'est une réalité. Hein. Le Burkinabé est attaché à l'esprit de posséder sa propre maison. Nous disons l'accès au logement. C'est différent de l'accès à la propriété. Voilà, c'est l'accès au logement de manière à permettre à tous les Burkinabés qui veulent se loger d'avoir la possibilité d'avoir une offre qui permet de régler la question. Alors, vous avez évoqué un peu le programme du gouvernement, les 40 000 logements. Est-ce qu'en dehors de ce programme, il y a d'autres initiatives qui sont en vue pour répondre donc aux soucis des Burkinabés par rapport au logement? Bien, le programme des 40 000 logements, c'est le programme du gouvernement. À côté de cela, à l'intérieur de ces initiatives-là, il y a les actions d'autoconstruction. Vous voyez, dans la ville de Ouaga, nous avons près de 30% de parcelles qui ne sont pas mises en valeur. Et également, nous allons soutenir, nous allons apporter un appui à ces propriétaires de parcelles se situant dans les revenus, dans les faibles revenus, pour qu'ils mettent en valeur leur parcelle. Il en est de même pour les initiatives privées. Nous avons dit que nous travaillons intensément avec les promoteurs immobiliers privés qui ont également un certain nombre de réalisations qui vont être faites et qui, avec tout ce qui sera fait dans le cadre du programme, va permettre de réduire sensiblement la question du logement à Ouagadougou. Alors, et pour revenir donc sur la journée de l'habitat célébrée ce lundi, quelles sont les activités qui ont été organisées au plan national? Bien, comme vous le savez, c'est chaque premier lundi du mois d'octobre.
que cette journée est célébrée avec le thème politique de logement, logement abordable. Et ce thème rentre en droite ligne dans les préoccupations du programme quinquennal du président et du PNDS, du Premier ministre Paul Kabatieba. Et donc, nous avons entrepris cette année 2 actions phares. D'abord, une action de salubrité autour d'un CSPS au secteur 19, parce que comme vous le savez, c'est vrai, c'est bon de construire les logements, mais le cadre de vie. Et dans la salubrité du cadre de vie, il y a les obligations de l'État, mais il y a aussi ces obligations citoyennes que nous devons travailler à cultiver au niveau des Burkinabés. Ne pas jeter les ordures n'importe où, ne pas encombrer les caniveaux qui sont déjà en nombre réduit d'ordures, et avoir des réflexes citoyens par rapport aux questions de salubrité. Ce qui nous éviterait sur le plan sanitaire un certain nombre de maladies que vous connaissez. C'est pour cela que nous avons fait cette journée de salubrité au niveau du CSPS du secteur 19. Le deuxième pan, c'est nous organisons un panel où des scientifiques, des étudiants, des professionnels viendront échanger sur le thème de la journée de manière à ce que le fruit, les résultats de ces échanges-là puissent nous permettre d'améliorer notre action sur le terrain. Merci beaucoup, M. Maurice Dieudonné Bonannée, pour tous ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est moi qui vous remercie. Et dans la suite de ce journal, le rassemblement patriotique contre la déstabilisation monte au créneau pour dénoncer les attaques subies le Burkina Faso. Ce regroupement d'organisations de la société civile invite les gouvernants à prendre leurs responsabilités et à multiplier les actions pour faire face au terrorisme. Au cours d'une cérémonie tenue hier à Ouagadougou, les membres de cette structure se sont aussi prononcés sur un éventuel retour de l'ancien président Blaise Compaoré. On fait le point avec Césaire Carfo et Zalissa Sanfo. La maison du peuple, ce dimanche, la maison des OSI, Empresca, Association des blessés, Réseau Dignité, Brassard Noir, les policiers radiés et plus encore. Réunis sous la bannière du Rassemblement contre la déstabilisation du Burkina Faso, ils sont ici pour dire stop à toutes ces attaques terroristes à répétition. Nous pensons que tous ces actes-là, c'est les actes qu'on dit souvent, c'est les actes djihadistes, mais nous pensons que c'est plus profond que cela. C'est pour ça que nous interpellons le ministre de la Sécurité, le gouvernement, le chef de l'État, pour que quelque chose soit fait. Parce que nous savons qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons des parties géographiques où on ne peut même pas aujourd'hui y aller à cause de l'insécurité. Une occasion pour ce rassemblement d'OSI d'évoquer l'actualité au Burkina Faso, marquée par un appel au retour de l'ancien président du Faso. Les appels incessants pour le retour de Blaise Compaoré sont malsains, car personne n'a chassé Blaise Compaoré du Burkina Faso. Il a préféré s'exiler à cause des choses que lui-même se reprochait et que nous connaissons tous. Aujourd'hui, la justice est libre et en action. Il doit être prêt à répondre à ses actes à son retour. De toutes les façons, le peuple burkinabé qui l'a longtemps bâillonné, est aussi prêt et l'attend de pied ferme. Le rassemblement patriotique contre la déstabilisation du Burkina Faso invite aussi la justice à un traitement diligent des dossiers de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Une journée dite de célébration et d'appropriation des objectifs de développement durable ODD. Cette journée s'est tenue le 28 septembre dernier à l'initiative du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. La contribution de la société civile à la mise en œuvre des ODD a été le thème de cette journée. Plus de précisions avec Issa Kafando et Zouavier David Dabiri. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales veut favoriser la participation de la société civile dans les politiques publiques et ce, dans le but d'accélérer l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable à travers le renforcement du dialogue avec les décideurs. C'est une action qui s'inscrit en droite ligne avec le plan d'action de son groupe thématique AUFA, approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement.
Le monde entier s'est engagé autour de 17 objectifs de développement, mais ce n'est pas évident qu'au niveau national, il y ait une appropriation de l'ensemble des acteurs de ces 17 objectifs-là. Un autre objectif aussi de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de voir, lorsque nous nous engageons au niveau international en tant que pays sur ces 17 objectifs, comment l'État s'est-il approprié ces 17 objectifs et les a transposés dans les politiques nationales comme le PN2S, et quel état des lieux on peut en faire aujourd'hui 2 années après. Pour la présente session, plusieurs modules seront abordés pour mieux éclairer les citoyens sur les enjeux de ce mécanisme de développement. Ok, les ODD, la mise en œuvre va nécessiter qu'il y ait une synergie des différents acteurs, que ce soit l'État, la société civile, les partenaires techniques et privés, mais aussi une implication de la population à la base. 60 participants issus de la société civile, de l'administration publique et des partenaires techniques et financiers du secrétariat permanent des ONG tels que Diaconia et le PNUD prennent part à cette rencontre. Les ODD ont été initiés en 2015 pour pallier les insuffisances des OMD. Les objectifs du millénaire pour le développement donnent le bilan et jugé globalement mitigé selon certains experts en question de développement. Dans l'actualité également, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou a refermé ses portes hier soir. Les activités du site se sont déroulées sur 4 jours. 4 jours au cours desquels les échanges ont été axés sur le tourisme interne. Les participants au site 2017 sont parvenus à une déclaration dite de Ouagadougou. Des précisions avec Idriss Awarga et Marguerite Douaniou. Le trophée de l'intégrité du CITO 2017 décerné au Moro Naba Bango, une déclaration dite de Ouagadougou qui se veut un plaidoyer pour l'adoption d'une stratégie efficace de promotion du tourisme interne. Ce sont là les faits marquants de la soirée de clôture de la 12e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Une édition du CITO qui ouvre le débat sur la consolidation des valeurs culturelles du pays des hommes intègres. Et de toutes les valeurs reconnues au Burkinabé, celle de l'intégrité fait l'unanimité, un concept que les organisateurs du CITO veulent désormais mettre en avant. C'est pourquoi le lauréat du premier prix se doit d'être une personnalité qui incarne cette valeur au quotidien. Un constat que le Moro Naba, à travers tous les aspects de sa vie, de son action, incarne donc cette vertu. Donc de manière consensuelle et unanime, et le département a décidé donc de décerner le prix de l'intégrité et dans une démarche d'exemplarité. Le CITO s'est donné pour mission depuis sa création en 2004 de promouvoir la destination Burkina Faso. Et le pari est relevé cette année encore selon les responsables du tourisme burkinabé. Nous avons connu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Nous avons vu l'engouement des acteurs et des professionnels du tourisme. Et des valeurs si chères à notre nation ont été magnifiées à travers les réflexions, à travers le colloque qui a été organisé. De fortes recommandations ont été formulées et nous allons travailler à les mettre en œuvre pour que les valeurs qui constituent la fierté de notre nation soient ancrées de façon forte dans nos mœurs et nos pratiques. Les acteurs du secteur touristique récompensés à la fin du CITO, les meilleurs mets locaux, le premier prix du meilleur guide touristique qui revient cette année à Jean-Baptiste Zongo, le prix du meilleur stand professionnel est décerné à l'hôtel La Fille, c'est l'Est qui reçoit le prix du meilleur stand région, le deuxième prix du stand pays est décerné au Niger, pays invité d'honneur, et le premier prix du meilleur stand pays va cette année à la Côte d'Ivoire. Voilà, actualité oblige, nous reparlons de la rentrée scolaire 2017-2018 dans ce journal. C'est à Djibo, dans la province du Soum, que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé ce lundi 2 octobre donc au lancement officiel de cette rentrée scolaire. Une rentrée qui s'effectue dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes, surtout dans cette partie du pays. Le reportage de Alexis Ouedraogo et Seyid Ouzon. La rentrée scolaire 2017-2018 officiellement lancée ce 2 octobre ici à Djibo. Une rentrée qui intervient dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes au Burkina et en témoignage de l'engagement du gouvernement burkinabé à braver l'adversité de toute nature
Pour réussir le pari de l'éducation pour tous, cette rentrée scolaire est placée sous le thème « Développer les capacités de résilience de l'école face aux défis sécuritaires », un engagement pour la préservation du droit à l'éducation pour tous. Ce message de rentrée nous donne l'opportunité de tirer les enseignements de l'année académique écoulée et de jeter un regard sur celle à venir, afin de l'envisager avec plus d'optimisme. L'année scolaire écoulée a été perturbée par ces attaques terroristes dans la province du Soum. Et selon le ministre en charge de l'éducation, la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2017-2018 à Guibo est un message fort aux forces du mal. Cette rentrée, c'est également un signal fort que nous donnons à ces terroristes que nous allons travailler comme nous l'avons toujours fait, à éduquer nos enfants, parce que c'est ça qui est l'avenir de notre pays. Et cette éducation-là, sous aucun prétexte et sous aucune menace, nous n'allons l'abandonner à qui que ce soit. Ces attaques avaient occasionné la fermeture des classes et la désertion temporaire d'enseignants de leur poste de travail l'année écoulée. À cette rentrée scolaire, Jean-Martin Koulibaly tient à rassurer les enseignants. Les instructions ont été données afin que nos forces de défense et de sécurité assurent un climat, une atmosphère de sécurité, de sorte que les populations au Sahel se sentent en sécurité. À cette cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2017-2018, les intervenants qui se sont succédés au parloir, le message est le même. Tous souhaitent une rentrée scolaire paisible au Burkina et en particulier au Sahel. Aux États-Unis, une fusillade a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la principale avenue de Las Vegas. Un tireur a ouvert le feu sur une foule qui s'était massée pour suivre un concert musical. On dénombre une cinquantaine de morts et des centaines de blessés. Le spectacle bat son plein lors de ce festival de musique country, lorsque tout à coup, des tirs d'armes automatiques retentissent. Très vite, la foule, environ 40 000 personnes, panique et chacun prend ses jambes à son cou. J'ai entendu boum 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 et ça a continué même après qu'on soit parti. Ça a continué encore et encore. Les blessés légers sont soignés à même le sol. Les plus touchés, eux, sont transportés à l'hôpital. La police, intervenue rapidement, boucle le grand axe de la ville où casinos et hôtels de luxe sont légion. Plus tard, elle annonce avoir identifié et abattu le tireur à l'hôtel Mandela Bay. À ce stade de l'enquête, nous n'avons pas encore d'informations sur le casier du tireur, mais nous avons trouvé de nombreuses armes à feu dans la pièce qu'il occupait. Comme je l'ai déjà dit, cela va être une longue et minutieuse enquête. Avec déjà des résultats, la police affirme avoir également localisé une femme proche du suspect. Et selon le dernier bilan, la fusillade de Las Vegas a fait 58 morts et plus de 500 blessés. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. Et voilà qui nous amène à la page triste de cette édition. Le journaliste Justin Koulibaly, décédé le 29 septembre dernier, a été inhumé ce 2 octobre. Il repose désormais au cimetière municipal de Gungay à Ouagadougou. Celui que sa famille, ses amis et le monde de la presse pleurent aujourd'hui a aussi marqué la lutte syndicale dans le milieu de la presse burkinabé. Konsoun Koulibaly et Maxime Zongo. C'est devant parents, amis, connaissances, de nombreux confrères et du monde syndical que Justin Koulibaly a été conduit ce lundi à sa dernière demeure au cimetière de Goung. L'homme qui aura consacré près de 3 décennies au combat pour le rayonnement du métier de journalisme et de celui de la liberté de la presse et de la démocratie a eu droit à des hommages émouvants. Les journalistes et les travailleurs des médias publics ne comptent plus les acquis qu'ils ont engrangés grâce à ta détermination, à ton esprit de sacrifice dans la lutte. Ta vie a été entièrement dévouée à la lutte. Ni la répression, ni les menaces et intimidations ne t'ont fait abandonner tes idéaux. L'homme que le monde de la presse pleure aujourd'hui a été membre fondateur du syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, qu'il a dirigé
comme secrétaire général de 1988 à 2015. Il a également contribué à la création du centre de presse Norbert Zongo et participé à toutes les luttes et à tous les combats pour l'amélioration des conditions de vie des hommes de médias. Ensemble avec tous les membres de l'AJB et du Sénatic et de la CEP, nous avons soutenu la pétition pour pouvoir aboutir à la relecture du Code de l'information de 1990, qui avait entre-temps été remodifié en 1992, mais qui gardait tous les aspects répressifs de la loi de 1991. Il a apporté une contribution inestimable à la lutte du peuple burkinabé pour son bien-être et son émancipation. C'était un homme extrêmement courageux, extrêmement convaincu de ce qu'il défendait comme cause. Sur le plan professionnel, Justin Coulibaly aura fait ses preuves à Sidouaya, le quotidien d'État de 1983 à 1990. C'est à l'âge de 65 ans que Justin Coulibaly a tiré sa révérence des suites de maladie. Voilà que l'âme du grand frère Justin Coulibaly repose en paix. Et puis on referme ce journal par la revue de presse. Ce lundi, les quotidiens se sont intéressés au dossier Djibril Bassolé en justice et aux événements indépendantistes dans les régions anglophones du Cameroun. La revue de presse est signée Vincent Tchendrebego. En dehors de la détention de Djibril Bassolé, le Sangué reste toujours mobilisé pour sa libération, titre Le Pays. Notre silence a des limites, rétorque le président par intérim de la NAFA dans Sidouaya. Pour les Réolais, indique aujourd'hui au Faso, maintenir leur champion en détention plus de 2 ans après le putsch manqué, sans procès, s'apparente à une machination politique. Attention aux périls régionalistes et ethnicistes, alerte l'Express du Faso, qui estime que quand des populations exigent la libération de leurs fils, c'est assez sérieux, d'autant que cela peut porter un préjudice à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. La justice doit donc sonner le réveil de ses énergies assoupies, enjoint Le Pays. Sinon, on risque de faire de Djibril Bassolé un martyr, conclut ce journal. À l'international, les journaux du jour jettent un coup d'œil à Buea Bamanda, 2 villes anglophones du Cameroun, où les populations, indiquent aujourd'hui au Faso, étaient soit claquemurées chez elles, soit faisaient l'objet de courses-poursuites hier 1er octobre de la part de la police pour cause de velléité indépendantiste, alors qu'à Yaoundé, les députés célébraient le 56e anniversaire de la réunification des partis anglophones et francophones du Cameroun. Un marketing politique bien pensé selon l'observateur Palga, consistant à choisir la date d'anniversaire de l'Union pour réclamer le divorce. Pour Le Pays, ces velléités sécessionnistes sont les conséquences de la gouvernance de Paul Biya. Quoi qu'il en soit, la sécession n'est pas la solution, indique aujourd'hui au Faso, qui préconise le fédéralisme réel sans toutefois mettre sous éténuant les vraies questions soulevées par les anglophones. Voilà, Aimé Solange Guigma a signé la revue de presse de ce journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.